Et bonjour vos chéris, vous êtes au nouveau chez Bonjour Chérie, la matinale sur IRM.radio. Les valeurs principales chez Bonjour Chérie, c'est l'amour et la vie heureuse en couple. Mais pour une femme, il est aussi important toujours mener sa carrière et d'être heureuse et épanouie dans ce qu'il fait et ce qu'il réalise. C'est pour ça qu'on a décidé de parler aujourd'hui. Est-ce que les hommes et les femmes sont vraiment égaux dans leur choix de carrière et est-ce que pour les femmes, c'est si facile que pour les hommes d'accéder aux plus grands postes et de réaliser leurs objectifs? Et pour approfondir ce sujet, nous sommes aujourd'hui avec notre invitée Florence Sandis, qui est conférencière spécialisée dans la promotion de la diversité et de l'égalité homme-femme, auteure du livre Briser le plafond de verre et les clés de réussite au féminin et présidente de Media Club L, également réalisatrice et productrice et coach. Bonjour Florence. Bonjour Olga. Bonjour, bienvenue, merci que vous êtes avec nous ce matin. On aimerait vraiment voir avec vous, est-ce que entre les hommes et les femmes, il existe une vraie égalité et les femmes aussi ont forte chance de réussir leur carrière et d'arriver au plus grand poste parce qu'on voit quand même que les femmes de plus en plus actives sur le marché du travail, mais parfois apparemment ce n'est pas si facile pour elles de réaliser leurs ambitions et leurs objectifs. Vous êtes présidente de Media Club L et également de votre agence de conseil Briser le plafond de verre. Comment en fait vous êtes arrivée à la création de ces deux organisations et quels sont vos objectifs aujourd'hui? Bonjour Olga et bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation déjà. C'est très agréable de passer ce moment avec vous. Donc, comment je suis arrivée à la création de ça? Bon, c'est l'évolution de toute une vie. Alors, je vais vous résumer de façon très courte. Moi, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait des troisième cycles dans l'audiovisuel. J'ai travaillé pendant 20 ans en télé, en tant que journaliste, en tant que responsable artistique en chaîne, scénariste, réalisatrice de documentaires et productrice. Et puis, parallèlement, je me passionnais pour le développement personnel. Et donc, j'avais fait aussi, il y a 15 ans, l'École centrale d'hypnose. Et j'écrivais des livres. Et à la faveur d'un livre que j'ai écrit, enfin, d'un doc que j'ai voulu faire au départ, et d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Briser le plafond de verre, eh bien, on m'a tout de suite demandé d'intervenir en entreprise. Et bon, j'intervenais déjà pas mal dans des écoles depuis une dizaine d'années pour justement aider les jeunes étudiants à la prise de parole en public, à incarner leur singularité. Et en intervenant dans les entreprises, en fait, ça m'a pris tout de suite un plein temps. Et je me suis rendu compte que c'était exactement ma mission de vie. Et complètement par hasard, en même temps, j'ai créé, enfin, il n'y a jamais de hasard évidemment, hein, mais j'ai créé le Media Club L parce que j'étais pourtant vice-présidente du Media Club depuis 20 ans et donc ça ne m'est pas venu à l'idée du Media Club L, mais c'est à la faveur d'un débat que nous avions fait justement sur les femmes qui brisent le plafond de verre dans les médias. Et après quelques verres de champagne, il y a une telle ambiance que j'ai dit tiens, mais pourquoi pas créer le Media Club L? Et tout de suite les filles m'ont dit mais oui, c'est ce qu'il nous faut. Et puis j'avais oublié le lendemain, puis elles m'ont rappelé une semaine après, puis un mois après. Et j'ai senti, on était en 2017, on était quelques mois avant MeToo, et j'ai senti que voilà, c'était le moment en fait. Il y avait besoin que la parole sorte et les femmes avaient besoin d'exprimer tous ces noms. Et enfin, d'oser les regarder en face et d'oser regarder ce plafond de verre et ne plus l'accepter comme faisant juste partie de, comment dire, de la donne, mais prenant conscience de cette injustice et voulant maintenant le dépasser. Parce que vous constatez vraiment que les femmes aujourd'hui ont du mal à accéder à des postes plus grands, de réaliser leurs objectifs? Oui, oui, bien sûr. Bah, si on regarde les chiffres, hein, tout simplement, vous regardez, les femmes sont plus diplômées que les hommes, Oui. c'est-à-dire on a quasi 60% des bacs plus 5 qui sont des femmes, mais quand on regarde les postes de direction, il n'y a que 17% de femmes. Ah oui. Et quand on regarde les postes de CEO, on va dire de PDG, il y a entre 2 à 3% de femmes en France. Donc, vous voyez bien le gap. C'est ça le plafond de verre. En fait, c'est ce gap et il est systémique. Hein, on va en parler, mais c'est très compliqué. Il y a plein de données pour expliquer ce plafond de verre. Hmm. Mhm. Parce qu'en fait,
vous avez aussi parlé dans une de vos publications, vous parlez aussi que les femmes, de l'autolimitation, que les femmes en fait s'autolimitent elles-mêmes. Est-ce que Oui. c'est ça aussi qu'on crée les freins nous-mêmes en fait? Bah, il y a les 2 en fait. D'accord. Il y a les limites, les autolimitations externes parce que on vit dans une société machiste, hein, qui a été créée par les hommes pour les hommes. Enfin, on a derrière nous des millénaires de domination masculine. Donc bien qu'aujourd'hui on ait des lois évidemment, pour l'égalité, on sent bien qu'il y a des comportements ancestraux, que ce monde a été fait par des hommes, et qu'on a besoin de mettre un côté féminin même dans les entreprises pour que réellement on ait cette égalité. Mm. Donc évidemment, on voit, nous, les discriminations salariales, la segmentation des emplois. On a seulement 17% des emplois qui sont vraiment mixtes, c'est-à-dire entre 40 et 60% d'un même genre. On retrouve 50% des femmes dans 15% des métiers. Les métiers du care, les métiers de l'aide à la personne, de l'éducation, de l'assistanat. Donc il y a quelque chose de systémique Ouais. qui fait qu'on vous dit rarement c'est parce que vous êtes une femme qu'on ne vous prend pas, mais c'est beaucoup plus nuancé et compliqué que ça, hein, beaucoup plus induit. Donc il y a ça, on a des lois, on a des gens qui agissent dans les organisations pour essayer de limiter ces injustices, Ouais. et j'espère qu'on va y arriver. Et puis, il y a en effet des autolimitations, des freins internes qu'on a. Alors la bonne nouvelle, c'est que comme ça dépend de nous, on va pouvoir agir dessus immédiatement. Mais encore faut-il les regarder en face pour pouvoir, c'est toujours mieux savoir son ennemi, hein, pour pouvoir l'attaquer et pour pouvoir faire disparaître ses freins. Oui, donc ce sont les injonctions qui sont été créées par la société, mais également ce sont des freins psychologiques des femmes et ce que vous aidez quand vous faites votre coaching, je crois, dans votre agence Oui, de conseil, vous aidez les femmes de vraiment prendre la confiance et aller. et oui, en fait, on a intégré les injonctions de cette société patriarcale, évidemment. On a intégré ça inconsciemment. Donc, on s'auto-limite nous-mêmes. On n'a pas été projeté à des postes de direction, à des postes. Donc, on a du mal à se projeter nous-mêmes. Même avec parfois des mamans féministes. Moi, j'ai une maman très féministe et mon fils à 6 mois montrait des signes d'éveil. Et elle m'a dit, et il se trouve que 2 personnes me l'ont dit cette semaine-là, donc quelqu'un que je ne connaissais pas: «Ah, ce sera un futur Premier ministre». Et j'ai dit: «Ah, tu te rends compte que moi, j'ai beau avoir fait Sciences Po et plein de 3e cycle, vous m'avez jamais envisagé ne serait-ce que maire d'une petite bourgade». On n'envisage pas, Mm. non, même quand on est parfois féministe, on n'envisage pas, enfin je dis pas que toutes les féministes sont comme ma mère, hein, il y en a des beaucoup plus vindicatives, mais on n'envisage pas nos petites filles comme nos garçons. Et Mm. de même, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans la tech parce que on sait aussi que les mamans ne poussent pas forcément en disant mais c'est pas pour les filles. Donc il y a toutes ces injonctions, ce qu'on a entendu, on a valorisé le fait qu'on était gentille, douce, bonne à l'école, etc. Donc quelque part on continue à valoriser ça puisque c'était ça qui était valorisé par la société. Et donc ben, on se comporte aussi comme des bonnes élèves. Et Mm. donc, on veut être parfaite, et donc on ne veut pas déplaire, donc on n'ose pas taper du poing sur la table, on n'ose pas dire non quand ça ne convient pas. Enfin, c'est plein de choses qui font que, voilà, il faut aussi dépasser toutes ces croyances limitantes. Mm. Mais est-ce que Et il y a aussi, du boulot. ouais, ce que vous faites grâce à votre activité. Et vous voyez aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être les résultats positifs, je pense, grâce à l'activité de votre club, Media Clubel et de votre agence Briser le plafond de verre. Oui, oui, beaucoup, Oui. beaucoup. Franchement, grâce à l'agence, là, au mois de décembre, j'ai pas arrêté de recevoir des mails de femmes qui m'ont dit, mais grâce à votre formation, on a eu un déclic, et l'une est devenue sous-préfète, l'autre a pris un gros poste, et ça me fait plaisir. Elles m'ont dit, voilà, j'aurais jamais osé répondre à l'annonce quand j'ai vu le poste de sous-préfète si j'avais pas eu la formation. Mm. Et en fait, elle avait toutes les compétences, simplement, elle n'osait pas se projeter. Des fois, il faut pas grand-chose pour qu'il y ait ce déclic. Mm. Et de comprendre que dans sa courbe de carrière, finalement, souvent, nos plus grands épanouissements, ça a été quand on a pris des risques, et donc d'oser se mettre en risque pour progresser. Parce que je leur dis, si vous avez 100% des compétences, prenez pas le poste, vous allez vous ennuyer. Et puis on monte parce qu'on va à un poste qu'on connaît pas, puis on apprend Oui. des choses, et c'est ça qui est excitant. Et donc oser être imparfaite. Donc la plupart du temps, les femmes n'osent pas alors. Donc les femmes, si Oui, vous nous écoutez aujourd'hui, nous sommes avec Florence Sandis, qui est conférencière dans la
dans la promotion de la diversité et l'égalité hommes-femmes. Également, elle a sorti l'ouvrage Briser le plafond de verre, 12 clés pour réussir aux féminines. Elle est également présidente de Media Club Elle et l'agence de conseil Briser le plafond de verre. Aujourd'hui, on parle, est-ce qu'il y a vraiment une égalité entre hommes-femmes en termes d'accès et de réussite à la carrière, et est-ce que pour les femmes, c'est aussi si facile de réussir leurs objectifs? Tout à l'heure, on a parlé que c'est vrai que dans la société, il y a beaucoup d'injonctions et aussi les femmes s'auto-limitent. Aussi, on a des peurs, on n'ose pas. Mais est-ce que, j'ai quand même la question à poser, peut-être pour un homme, c'est, comment dire, naturellement, c'est plus facile pour lui, peut-être il est plus fort pour réussir, il a qu'un seul objectif. Normalement, c'est vraiment la carrière ou le business, se charger dans les affaires. Et pour une femme, elle doit quand même réussir beaucoup de choses, la carrière, la famille, les enfants. Est-ce que c'est comme il y a la nature qui joue le rôle aussi? Alors, je ne dirais pas la nature, je Ouais, dirais la culture. la culture, d'accord. Je dirais la culture. Et en effet, bon, les femmes font toujours à peu près 77% des tâches ménagères ou 70% des tâches ménagères, 77% des tâches parentales, ou l'inverse, je ne sais plus, mais enfin les deux Ouais. tiers en tout cas. Euh, et donc ça reste un problème puisqu'il y a un double plafond, il y a aussi le plafond de mère, hein. Mm. Et au-delà de ça, on se rend compte et ça c'est un petit peu la tristesse de mon constat actuel, c'est que même dans les couples où on a à peu près charge mentale égale, dans des couples où l'homme prend en charge naturellement une partie, la moitié des tâches parentales et ménagères, on se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup de difficultés pour les hommes de voir leur femme progresser plus qu'eux, et que ça crée Ouais. des déséquilibres, même si l'homme peut se réjouir, évidemment, se réjouir sincèrement de la réussite de sa femme, ça crée un déséquilibre, ça crée un mal-être. Ça crée, parce qu'il y a encore un modèle d'organisation de la société qui est que l'homme doit se sentir plus protecteur, et quand il Oui. ne se sent pas comme ça, souvent, s'il y a un ego fragilisé, il y a une faille. Mm. Et ça, on se rend compte à quel point le chemin est long. Et je ne vous parle même pas de ceux qui font rien à la maison, quoi. Donc, donc oui, c'est difficile, mais il y a quand même un tiers des femmes aujourd'hui qui gagnent mieux leur vie que leur mari. Mais on voit souvent que quand elles, justement, elles décrochent, qu'elles montent, eh bien, dans une grande majorité de cas, il y a des divorces. Donc Ouais. ça, c'est quelque chose où il faut encore que la société avance. Il faut aussi accompagner les hommes, il n'y a pas que les femmes. Il faut aussi comprendre que voilà, eux aussi, ils ont des croyances limitantes. Ils ont été éduqués avec le fameux mythe d'Atlas où l'homme doit porter le monde sur ses épaules, et que c'est compliqué. C'est compliqué pour eux aussi de se réadapter. Euh, mais attention, ce qu'on voit, si on prend, on va dire, je me suis amusée à faire ça avec les 20 femmes les plus puissantes du monde, Mhm. les 100 femmes les plus puissantes du monde, et quand même 99 étaient accompagnées, mariées ou accompagnées d'un homme ou d'une femme, mais étaient en couple. Ce qui veut dire que le modèle de la nana qui sacrifie toute sa vie privée pour son job, ça marche pas à long terme. Oui. À long terme, pour faire une belle carrière, il faut souvent avoir un équilibre de vie. Après, on le trouve comme on veut. Ça peut être aussi une très bonne colocataire avec qui on s'entend très bien, mais on a besoin d'un équilibre de vie personnel. On a besoin de sacrifier sa vie personnelle pour réussir. Donc la vraie réussite, c'est quand on réussit quand même les deux, et la famille et la carrière. Et, Oui. est-ce que dans votre expérience, peut-être des exemples qui vous ont inspiré, il y a je sais pas, une stratégie à partager avec nous aujourd'hui? Comment justement une femme peut créer cet équilibre quand elle doit jongler entre les deux, la carrière et la famille? Et parfois, ça peut être même épuisant, et parfois, on a difficile de faire les choix et de gérer ses priorités. Alors, c'est difficile pour moi parce que Ouais. le son n'est pas très bon Ouais. sur le micro, Ah, mais sur la conciliation carrière des temps de vie, je dois dire que oui, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre au point. Évidemment, il faut parler dans son mm, couple, parler quand il y a une promotion, parce que trop souvent, les femmes refusent les mobilités.
parce que peur de mettre en péril sa vie familiale, et notamment aussi pour les enfants. Les enfants, vous savez, souvent à la base, ils veulent rester là où ils sont, puis après ils sont Oui, contents quand ils bougent. Mais bon, on a peur de mettre en péril tout ça. Et puis il faut aussi trouver un équilibre avec son mari. Si par exemple, moi je vois dans l'armée, il y a souvent des couples qui sont dans l'armée, eh bien, je vois la générale, par exemple, June Meritens, que j'ai interviewée dans mon livre. Elle m'explique qu'une fois, c'était elle qui prenait une promotion, une fois, c'était son mari. Et mm, voilà, et ils alternaient, et, et c'était une fois l'un, une fois l'autre. Après, on peut trouver plein de choses, des femmes qui créent des entreprises. Bon, elles ont accompagné, par exemple, leur mari quand eux-mêmes créaient ou quand lui-même prenait un bon poste. Et puis, bah, en échange, quelques années plus tard, elle a dit, voilà, moi, je voudrais créer mon entreprise. Est-ce que maintenant tu peux me soutenir? Enfin, mm, tout ça, en fait, tout est possible. Tous les schémas sont différents. Tout se discute. Mais la seule chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas que la carrière de monsieur doive primer sur la carrière de madame. Et trop souvent, comme en effet au premier enfant, la femme décroche en termes de salaire et puis encore plus au deuxième, bah, on privilégie celui qui a le plus gros salaire. Mais dans ce cas-là, c'est toujours l'homme qui va être privilégié. Et donc, c'est privilégier les deux carrières. mm. Et pas que la maman, elle gagne juste, mais oui, ou qu'elle gagne juste pour payer la nounou. Tant pis, il y a des grandes Oui, avocates euh, qui m'ont dit, au départ, je gagnais que pour payer la nounou, mais c'est pas grave, oui. parce que ça m'a donné ma liberté professionnelle. Mm. Donc, en couple, c'est toujours la communication qui est importante pour trouver d'accord et pour être d'accord et pour que ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à oser à parler à votre mari, à votre chéri quand vous voulez lancer votre carrière et de réussir parce que pour une femme, c'est aussi important de se sentir bien au travail et d'être épanouie. Et aussi, la question pour une femme, qu'est-ce que c'est en fait pour vous la vraie féminité? Parce qu'on entend souvent aussi ce mot. Est-ce que pour une femme douce, si on peut dire, c'est facile de réussir la carrière ou est-ce qu'il faut être vraiment forte, avoir du caractère? Ou peut-être c'est ça, la douceur, c'est ça qui fait la force d'une femme. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, les femmes, elles doivent trouver leur propre mode de management. Il y a des Mm. femmes douces, il y a des femmes moins douces. Chacune exprime sa féminité comme elle l'entend. Ouais. Je pense qu'en fait, il faut être soi-même. Je pense qu'il ne faut pas essayer de se comparer aux hommes, il ne faut pas essayer de singer les hommes. On a vu, c'est-à-dire la génération avant nous, avant moi, parce que vous êtes plus jeune que moi, visiblement, euh, celles voilà, qui sont proches de la retraite aujourd'hui, elles se sont construites dans un monde d'hommes, elles ont dû endosser les codes du leadership masculin. Souvent, celles-là sont dures avec les femmes. C'est-à-dire, moi, j'entends beaucoup de femmes dans les gens que je coach ou que je forme qui me disent, mais les femmes ont été encore plus dures parfois que les hommes avec moi. C'est-à-dire, Mhm. voilà, elles se sont construites un peu de façon dure et donc elles ont tendance à reproduire ça. Là, on a toute une jeune génération qui arrive, et puis une génération des quarantenaires aujourd'hui qui a souffert de ça et qui veut s'entraider, qui veut développer la sororité et qui veut pouvoir aussi avoir son propre mode de management. Mhm. Moi, j'ai vu des grandes chefs d'entreprise qui m'ont dit, j'ai passé le plafond de verre une fois que j'ai lâché mes cheveux, que j'ai osé assumer ma féminité, venir en robe au bureau. Puis il y en a qui seront jamais à l'aise en robe, mais c'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir assumer qui l'on est. Mhm. Et l'assumer avec sa féminité si on a envie d'exprimer sa féminité. Que ça soit plus une barrière de se dire je vais pas être prise au sérieux si j'arrive en robe, par exemple. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup de femmes qui vous disent je suis plus à l'aise en pantalon. C'est ça qui est dingue. Et les hommes ne s'en rendent pas forcément compte, mais il y a un tel regard sur nous dès qu'on porte une jupe ou un petit décolleté, même pas profond, voilà, on a tendance à se dire bon, ben, je gomme toute féminité. Mhm. Mais en fait, soyons nous-mêmes. Et ceux qui ont un problème, c'est ceux qui portent ce regard sur nous et qui nous dévalorisent parce qu'on est féminine. Mais je pense que plus on assumera et plus ça permettra aussi que chacun puisse faire la part des choses. Donc, assumer sa féminité, ça aide aussi dans la carrière. Et Ça peut aider, bien ouais, sûr, bah, ça fait partie ça de peut notre aider. charme, mais les Mm, hommes aussi. Quelqu'un qui a du charme, il réussit mieux à convaincre, hein. mm, Donc, je parle du charme de façon non ambiguë, hein. d'accord. Je parle de, voilà,
la façon, Ouais, sa ouais. posture, sa façon de s'habiller, avoir un petit objet qui peut avoir un peu de fantaisie, qui montre quelque chose de votre personnalité. Tout ça fait partie de notre charme. Vous savez que on dit hein, dans la communication, il y a le non-verbal qui dit plus que les mots. Le non-verbal, c'est la voix, c'est la tonalité, c'est le sourire, c'est les yeux, c'est ce qu'on porte, c'est notre coiffure, c'est tout ça le non-verbal. Mmh. Vous, Florence, avec vos activités dans votre club et dans votre agence de coaching, vous inspirez beaucoup de femmes. Et vous êtes quelqu'un inspirante et vous donnez de l'énergie et la confiance aux femmes, je pense. Et pour vous, est-ce qu'en fait, il y avait des personnalités féminines qui vous ont inspiré, qui vous ont marqué aujourd'hui? Bien sûr, Oui. bien sûr, bah, comme beaucoup de femmes, Simone Veil, hem, Françoise Giroud d'une certaine façon. Mhm. Et puis il y a toutes des femmes aujourd'hui, chefs d'entreprise comme Marion Darrieutor, qui sont féministes, qui sont sorores, qui sont dans l'entraide, et aujourd'hui, enfin moi je suis aussi membre de IWF, qui est aussi l'International Women Forum. Mhm. C'est une association aussi de femmes à travers le monde. Et moi-même, à travers le Média Club Elle, on est presque 800, enfin un peu plus de 800 aujourd'hui. On voit que, voilà, une femme comme aussi la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui Mhm. ose imposer la parité, enfin, dans un monde de télévision assez macho, enfin, et qui ose dire j'aime le pouvoir. Et alors Ah. là, ça crée un grand malaise dans la salle quand elle dit ça, et je trouve ça fabuleux. Et d'oser le dire et d'oser aussi provoquer une réaction. Mhm. Euh, et oui, en tant que femme, on peut aussi aimer le pouvoir, on peut aimer la puissance, et c'est pas un vilain mot. Et donc, je trouve que ces femmes, oui, sont des rôles modèles. Mhm. Donc, ils vous inspirent parce qu'ils ont osé d'être elles-mêmes aussi, peut-être, et de ne pas avoir peur d'avoir le pouvoir entre les mains et de gérer au féminin, si on peut dire. Oui, et Oui. puis aussi, elles ont pris conscience de leur responsabilité en tant que femmes à la tête d'une entreprise d'être rôle modèle. Il y a des femmes qui veulent pas, Mm. qui veulent pas Vous. parler de gender equality, qui sont à la tête de boîte et qui disent non, moi je suis là pour mon talent et donc je ne parlerai pas de ça. Mais on se rend compte que c'est de plus en plus difficile à tenir parce que les femmes sont en attente. Il y a tellement peu de femmes. Bah, vous voyez, dans le CAC 40, il n'y a aucune femme PDG. Il y a une femme DG, c'est chez Engie. On va voir ce que fait d'ailleurs cette nouvelle DG, mais la précédente n'a pas voulu s'emparer de, ce, de, ce, de, ce, de cette question. C'est la seule qui a D'accord. refusé une interview dans mon livre, sur la centaine de dirigeantes que j'ai interviewées, parce que vous savez, dans mon livre, c'est beaucoup de conseils pratiques, mais il y a aussi des portraits qui viennent à chaque fois en miroir du conseil que je donne pour montrer. Et c'est vrai qu'elle était venue au Women's Forum, là à Deauville, hein, qui est notre boîte, et elle n'a pas voulu parler de ça, elle n'a voulu parler que d'énergie, etc. Et puis à la fin, la journaliste lui a dit, bah, je sais que vous ne voulez pas en parler, mais c'est quand même, vous êtes la seule femme à la tête d'une boîte du CAC 40, donc je ne peux pas m'empêcher de vous demander pourquoi vous ne voulez pas en parler. Et elle a dit, Mm. bah, le jour où on n'en parlera plus, c'est que ça sera résolu. Oui, c'est vrai, le jour où on n'en parlera plus, c'est que ça sera résolu. Mais en même temps, aujourd'hui, euh, ces femmes-là, elles ont quand même une responsabilité. Donc, en tant que rôle modèle. Donc c'est vrai qu'elles n'ont qu'une obligation de le faire, mais quand elles peuvent prendre la parole, comme le fait Christine Lagarde, pour moi, Christine Lagarde, c'est un grand rôle modèle. Et que ce soit à la tête du FMI ou à la tête de la Banque Centrale Européenne, elle œuvre pour ça. Elle œuvre pour qu'il y ait l'empowerment des femmes. Elle ose dire à compétence égale, je privilégie une femme pour qu'on arrive à une certaine parité. Oui. C'est du courage à la tête de boîtes comme ça, quand elle est face à des chefs d'État qui sont tous pour la plupart masculins. C'est très courageux de le dire. Mhm. Et ces femmes-là font beaucoup avancer la cause des femmes. Oui. Et dans les domaines des médias, parce que c'est quand même votre domaine audiovisuel, est-ce que vous voyez que les femmes sont beaucoup plus représentées aujourd'hui? C'est plutôt en évolution positive ou c'est en dégradation et c'est toujours encore difficile de voir plus de femmes dans les médias et qui parlent et qui agissent? C'est toujours très difficile. Il y a à peu près 20% seulement de femmes expertes à la radio et à la télévision. Alors, c'est monté récemment à 30% sur le service public, notamment, D'accord. quelques chaînes privées, parce qu'il y a ce corporatisme qui fait que bah, les hommes invitaient des hommes.
Et alors qu'il y a plein de femmes qui se sont inscrites sur le site expert.fr, on ne va pas les chercher parce qu'il y a une sorte de cooptation. Euh, et donc, c'est par une politique très volontariste du service public, notamment de France Télévisions et de France TV Monde, qu'on arrive à avoir plus de femmes et de certaines chaînes privées comme BFM TV. Oui. Mais c'est encore très difficile. Il faut reconnaître aussi que certaines femmes ne veulent pas y aller parce qu'elles n'ont pas confiance en leur image, Mhm. parce que parfois elles se font lyncher derrière. Donc, mais par contre, c'est faux de dire on n'en trouve pas, elles veulent pas venir. Non, si vous appelez, si vous passez quelques coups de fil, vous trouverez des femmes et vous pourrez avoir une parité sur un plateau. Voilà, faut juste s'en donner la peine et que ça soit un vrai sujet. Et vous, justement, avec votre activité, vous organisez beaucoup des conférences avec des Oui, professionnels de ce milieu. Et oui. est-ce qu'ils proposent peut-être des solutions ou vous avez trouvé des solutions ensemble? Comment améliorer justement cette situation pour que les femmes soient encore plus présentes à la télévision, à la radio? Oui. Alors nous, on agit à plein de niveaux différents. On fait rencontrer à nos membres des rôles modèles, hein, des femmes qui ont réussi dans les médias et donc qui, avec des conversations très cash sur les problèmes qu'elles ont rencontrés, leurs freins, comment elles les ont dépassés. Donc ça a valeur d'exemple et puis souvent on se reconnaît aussi dans les histoires. On a des opérations de mentoring, donc on fait du mentoring depuis quelques années international avec des grandes dirigeantes du monde entier, à Cannes, à Chaque Midi TV, Midcom, et puis maintenant on le fait en digital. Et là, on fait une session franco-française là qu'on débute. Mhm. Euh, on est en train de mettre en place, je vous le dis, en avant-première, une grande opération de mentoring avec France Télévisions et le groupe Media One sur les femmes réalisatrices dans le flux, puisqu'il n'y a Ah, quasi aucune femme, ou très peu, une ou deux, qui réalisent des émissions de flux de grande écoute, hein, ou des prime time. Les émissions de flux, c'est tout ce qui n'est pas émission de stock, hein, donc c'est des émissions de variété, de jeux, de magazines. Donc là, on va avoir des mentors qui vont mentorer une femme sur des émissions précises, comme C'est à vous, comme Le Grand Échiquier, comme Note. Et l'idée, c'est à la fin de leur laisser la réalisation totale de l'émission, au moins pour un numéro, et pour qu'elles acquièrent justement cette expérience sur leur CV, et qui fait qu'ensuite, on va pouvoir les recruter. Donc là, c'est vraiment très concret. mm. L'idée, on a des ateliers aussi très concrets sur la négociation. Là, on en prévoit un début février sur le pitch en anglais. Moi, je vais en faire un sur l'empowerment. Donc, tout ça, c'est réservé pour nos membres. Et puis, on fait aussi des lives Instagram, un vendredi sur deux, à 17h. Et là, c'est plus ouvert à celles qui voudraient voilà, connaître un petit peu nos membres et surtout faire connaissance de l'invité du jour à chaque fois. Mm. Parce que toute femme peut rejoindre votre club ou prendre quelques cours de coaching Oui, dans votre toute agence, femme qui est dans les médias dans les médias, oui. et puis qui est aussi dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, c'est pas un truc affairiste, Oui, c'est un état d'esprit d'empowerment, mais avec l'envie aussi de s'entraider. oui. Donc c'est aussi le clé de réussite pour les femmes de s'entraider entre elles. Oui, c'est un vrai défi d'être sorore, parce qu'en effet, comme je le disais tout à l'heure, les femmes n'ont pas toujours été sorores, mais c'est pas du tout pour les culpabiliser, elles ont fait avec ce qu'elles pouvaient, et avec la société qui aussi a mis les femmes évidemment, dans cette organisation très patriarcale, les femmes étaient en concurrence, Oui, parce que jusqu'à il y a quelques décennies, euh, euh, pour s'élever socialement, elles ne pouvaient faire qu'un bon mariage. Elles n'avaient pas le droit de travailler ou d'avoir un compte en banque sans l'accord de leur mari, grâce à ce cher Napoléon. Donc, euh, le seul moyen de s'élever, c'était de faire un bon mariage. Et ben donc, elles étaient en concurrence pour épouser le mâle dominant. C'est un peu le syndrome de la reine des abeilles, où il n'y a que la reine qui peut copuler finalement avec oui. le mâle dominant. Donc, il y a de ça inconsciemment dans nos cellules. Donc, c'est comprendre et c'est vivre dans sa chair que nous ne sommes pas concurrentes. Oui, il y a de la concurrence. On n'est pas dans le monde de oui-oui, comme il y a de la concurrence entre les hommes, mais de comprendre aussi que s'aider sincèrement, c'est tellement vertueux, c'est tellement magique. À quelques femmes, quand on s'entraide, je vous jure, moi j'ai vu le cas.
quand j'ai sorti mon livre, il y a quelques femmes autour de moi qui ont envie de m'aider, d'en parler, etc. Et tout d'un coup, ça a été tellement facile et ça a été une grande réussite très vite dans mon métier. Donc et je le dois à ces femmes-là. Donc je suis la preuve humaine que c'est très très vertueux. Oui, toujours qu'en aidant les autres, on aide aussi à soi-même, si on peut dire ça. Oui, Ouais. exactement. Et sans attendre cela, Mm. mais ça vous revient forcément. Et après, quand je suis invitée au JT de France 2 sur le plateau et qu'on me dit bah, quel est votre rôle modèle ou les femmes que vous. Bah, par exemple, j'ai Marion Darrieutor parce que c'est une femme qui réellement m'a aidée. Le jour de la sortie de mon livre, elle l'a trouvé super, elle en a commandé 200, elle a invité tout le gratin qu'elle connaissait pour connaître le livre. Enfin, voilà, c'est des femmes qui l'ont fait naturellement. Et je pense qu'aujourd'hui, les hommes savent s'entraider. Les femmes, elles ont aussi à, à- voilà, à acquérir cette nature et Apprendre de... cet élan pour se faire la courte échelle, je pense. Ouais, que c'est peut-être plus avantageux de ne pas être en concurrence, mais plutôt en s'entraide. Ouais. Ben, Oui, ça c'est certain. mm. Je le vois parce que j'interviens beaucoup en province. C'est encore plus dur. Ah oui. C'est encore plus dur. Dans la société des notables de province, les femmes qui montent des boîtes, etc., généralement, elles ne trouvent leurs clients qu'à Paris. Souvent. Je ne dis pas généralement, je Mm. dis souvent. Ce n'est pas le cas de toutes, heureusement. Mais c'est vrai que souvent, c'est encore plus dur en province. Mm. Je vous rappelle que nous sommes sur rm.radio dans l'émission Bonjour Chérie. Aujourd'hui, on parle quelles sont les clés de réussite au féminin et est-ce que une femme peut réussir autant qu'un homme au travail et mener sa carrière. Et nous sommes avec Florence Sandis qui est conférencière spécialisée dans la promotion de la diversité et de l'égalité homme-femme et qui est auteure de l'ouvrage Briser le plafond de verre, 12 clés pour réussir au féminin. Bon, on a abordé aussi beaucoup de points aujourd'hui avec vous, Florence, mais est-ce que vous pourriez peut-être partager avec nous parce que vous donnez vraiment des exercices pratiques aux femmes dans votre livre, comment aller encore plus haut. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un ou deux conseils aujourd'hui, quelque chose que les femmes peuvent faire dès aujourd'hui pour réussir mieux dans leur carrière? Il y a plein de choses à je vais te dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous parler de la posture parce La posture? on est beaucoup en télétravail, aussi en Mm, visioconférence. Donc la posture, c'est important. On parlait de non-verbal tout à l'heure. mm, C'est important quand vous êtes face à quelqu'un de vous tenir vraiment droit, de le regarder vraiment dans les yeux. Vous pouvez travailler comme Amicudi, vous savez, faire ces postures de puissance. Vous les tenez un peu comme vous vous mettez debout, comme Wonder Woman, et vous tenez comme ça 2 à 3 minutes avant une réunion importante. Vous le faites, je sais pas, dans les toilettes, dans un endroit où vous êtes seul. Et je vous assure, ça vous donne confiance. Amy Cuddy, qui est chercheuse à Harvard, a montré que ça faisait monter le taux de testostérone de 20%, donc l'hormone de la domination, et ça fait baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, de 25%. Donc ça joue aussi sur vous. Elle a montré que la posture, ça joue pas seulement sur ce que les autres pensent de nous, mais ça mhm. joue aussi sur notre propre confiance en Oui. nous. Donc, on n'est pas que la tête, on est le cœur, le corps, tout est relié. Et quand on prend soi-même une posture de puissance, eh bien, on est plus puissante dans son positionnement, dans ce qu'on va dire. Donc, utilisez votre corps aussi. Et quand vous êtes en visio, ben, faites aussi, mettez en valeur aussi votre visage, parce que c'est surtout ça qu'on voit. Travaillez l'éclairage de face, pas de dos. Travaillez l'angle, travaillez votre décor. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi pour se mettre en valeur, qui sont importantes, qui ont l'air anodines, mais qui sont importantes parce qu'elles font partie aussi maintenant dans ce monde qui est un monde de l'image, puisqu'on est tous maintenant face à des caméras, qu'on soit dans les médias ou pas, de travailler son image, c'est important. Ouais. Donc, en fait, c'est des simples choses. Parfois, on ne prête pas l'attention à notre posture, mais c'est une chose assez simple et Oui. que ça peut donner vraiment beaucoup plus de confiance. Bien sûr, ça vous donne un coup de boost et quand vous vous voyez bien à l'image, eh bien, ça vous redonne confiance. Vous savez, depuis ce confinement, il paraît qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui font des opérations de chirurgie esthétique Ah bon? et notamment d'hommes parce que bah, on se voit, donc on voit nos défauts. Et ben, un joli éclairage, déjà, ça atténue beaucoup des défauts. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer au bistouri. Vous pouvez aussi voilà, prendre soin de vous pour que, et de votre cadre et de la façon dont vous vous présentez aux autres pour améliorer l'image de vous, l'image que les autres ont de vous et donc l'image aussi que vous avez de vous-même.
Aussi, dans votre livre, l'un des conseils que vous donnez, pour les femmes, c'est de savoir dire non. En fait, je Oui, pense que quand on déjà, pour une femme, quand on est, comment dire, si on constate qu'on a peu de place sur le marché et on a tendance d'accepter parfois les propositions qui ne nous conviennent pas à 100% et finalement on se rend peut-être malheureuse, mais on n'a pas trop le choix. Est-ce que vous pouvez donner le conseil comment ne pas avoir peur de refuser quelque chose qu'on n'aime pas et plutôt aussi de connaître mieux ce que l'on veut? oui. Alors, dire non, c'est en effet très important. C'est souvent une de mes conférences qui a le plus de succès, étonnamment. Parce qu'on voit qu'à différents niveaux, hein, que ce soit qu'on soit assistante ou qu'on soit chef d'entreprise, euh, on a du mal à dire non parce que on veut faire plaisir en fait. Mm. Euh, on veut faire plaisir. Les collègues nous demandent de nous aider à faire ci ou ça, ben, même si on sait que notre boss attend de nous quelque chose pour le lendemain, eh bien on va pas oser dire non à notre copine. On va pas oser dire non à notre boss alors qu'on sait que bah, on a quelque chose de plus important à faire pour notre principal client. Donc en fait la question à se poser c'est quand je dis non à quoi je dis oui. Mhm. Évidemment, si c'est un non d'agacement parce que cette personne nous énerve et quoi qu'elle demande, on dit non, là, c'est pas juste de dire non. Par contre, si quand je dis non, je dis oui à mes priorités, je dis oui à ce qui est le plus important à l'instant T pour ma carrière, par exemple, dans ce cas-là, je suis dans le vrai. Et dans ce cas-là, je vais développer l'assertivité pour pouvoir dire non de façon assertive, c'est-à-dire en disant à notre collègue ou à notre boss, bon, je comprends que tu as besoin de ça, je essaie de comprendre ses besoins, de dire, bon, bah, peut-être de reporter, si tu veux, je peux le faire, mais dans 2 jours, parce que là, ma priorité, c'est Mm. ça, et elle est importante parce que c'est mon client, parce que c'est ça, ou parce que, voilà, ou pour l'organisation de mon temps, j'ai prévu de faire ça aujourd'hui, et je pourrais te faire ça demain. Donc, c'est de trouver comment, de façon harmonieuse, pouvoir faire valoir votre point de vue, vos priorités. Et c'est important donc de se demander quand je dis non, à quoi je dis oui. Mm. Voilà, ça c'est par C'est exemple une un bonne tips, question à se poser. une astuce, une question à vous poser sur vous-même et qui va vous aider à pouvoir argumenter et à ne pas être stressé, à pouvoir le faire avec aisance et pouvoir dire non avec aisance et on ne vous en voudra pas. Je ne crois pas que vous aimez moins les gens qui vous disent non à bon escient. Mm. Au contraire, peut-être vous les respectez même plus. Oui. Et donc, dans le travail, ce qui prime avant d'être aimé, c'est d'être respecté. Et vous verrez qu'au final, on vous en aimera pas moins, en fait. Donc, quand on se respecte soi-même, on respecte nos besoins, les autres vont aussi le voir et respecter plus. Exactement. Ouais. Et vous aussi, Florence, comme vous faites beaucoup des activités, vous gérez l'activité de votre club, de votre agence, vous faites du coaching, vous écrivez des livres. Quel est aussi le secret de gérer le timing? Est-ce que vous avez une recommandation à donner aussi à toutes les femmes qui ont beaucoup d'activités et comment mieux gérer le temps? Parce qu'on est toujours limité. J'en ai plein de recommandations qui marchent, mais les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Et Ah bon. et je bosse souvent un peu trop tard la nuit ou le week-end, surtout quand j'écris un livre. Mais ma principale recommandation, c'est vraiment de prioriser. C'est-à-dire que on parle de time management, mais en même temps, on ne peut pas vraiment manager le temps lui-même dans le sens où le temps, une journée ne fera toujours que 24 heures et ça, on n'y peut Oui. rien. Par contre, on peut modifier notre façon, nous, de prioriser. Euh, et en effet, de ne pas répondre qu'à l'urgence, ça me semble le plus important. Il y a toujours des gens qui vous demandent des trucs urgents. Et vous verrez, les urgences, généralement, ça répond aux besoins souvent que des autres. Oui. Mais vous, regardez, si quelque chose est plus important pour vous, il faut peut-être pas forcément répondre toujours à l'urgence. Mais bon, ce qui est urgent et important, évidemment, vous le faites. Euh, Votre principal client vous appelle parce qu'il faut absolument que vous animiez cette conférence demain, bon, vous y allez. On vous appelle parce que votre fils est à l'hôpital, vous y allez. Il y a des choses comme ça, il n'y Oui. a pas de discussion. Mais souvent, on privilégie l'urgent qui n'est pas important. Or, l'important non urgent, eh bien, on le met de côté. Alors que votre carrière, elle va en fait se situer là, dans ce qui est important mais pas urgent, dans le fait de vous faire vos alliés, dans le fait de faire peut-être une formation, peut-être d'apprendre une langue, peut-être de postuler, peut-être de faire du réseautage, de chercher. Tout ça, c'est important. Et on le met de côté parce qu'on répond à des urgences qui ne sont pas Mm. importantes.
Donc, il faut vraiment les urgences pas importantes. Vous pouvez souvent les déléguer et sinon les reporter et pour un moment donné faire l'important avant qu'il devienne trop urgent et qu'on le fasse mal. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Donc, voilà, on est tout le temps, on reçoit des mails, on reçoit des SMS, machin. C'est pas grave si on répond pas de suite. Sortir de cette tyrannie de devoir forcément toujours répondre à tout de suite. Non. Si on est concentré sur quelque chose, respectons ça et vraiment prioriser. Pour moi, ça me semble la chose la plus importante aujourd'hui. Oui. Et puis, avoir des moments de déconnexion. Mm. Ouais, Il y a des gens pour qui les réseaux sociaux, c'est important dans leur travail. Moi, c'est important, par exemple. Beaucoup de gens me contactent par les réseaux sociaux. Mais voilà, les réseaux sociaux, ça ne devrait pas être plus ou en tout cas, toutes ces activités-là, annexes, ça ne devrait pas être plus de 5% de son temps de travail. Ouais, Si ça commence à devenir 20 ou 25%, là, il faut se poser une question quand même. parce que oui, quand on a beaucoup d'informations qui arrivent, c'est fatigant aussi. Pour une femme, ça stresse et surtout, il ne faut pas se donner la pression, mais parfois souffler, se donner le temps de gérer les priorités. Merci. Et c'est pas grave maintenant, même si j'ai quelque chose d'important que je vais faire ce jour-là, que j'ai pas fait, je me dis, ok, qu'est-ce qui va arriver de grave? Non, en fait, c'est pas grave. Par contre, moi, j'ai pu faire ma priorité de la journée. Et là aussi, accepter qu'on n'est pas parfaite, accepter l'imperfection. Mais par contre, regardez tous ces grands décideurs chez l'entreprise, souvent, ils ou elles se satisfont très bien d'avoir fait 70% du job. Mais elles avancent. Si on veut faire 100%, on ne va pas avancer parce qu'on va se paralyser, on va se dire, bah non, mais de toute façon, je ne pourrais pas le faire bien, donc je ne fais pas. Donc, c'est avancer, prioriser ce qui est important. Et c'est ça qui nous met dans la dynamique et qui fait qu'on réussit. Donc, les femmes, si vous nous écoutez, ne soyez pas parfaites, mais surtout osez et avancez pour arriver dans vos objectifs. On était avec Florence Sandys aujourd'hui chez Bonjour Chérie sur IRM.radio. On a parlé de l'égalité homme-femme et est-ce que les femmes peuvent briser le fameux plafond de verre et arriver aussi à leurs objectifs et de mener leur carrière bien, et est-ce qu'on peut aussi réussir la vie privée et la carrière? Apparemment, on a dit oui, que c'est possible. Il faut juste aussi de connaître ses priorités et sachez que la plus grande priorité, c'est vous. Et donc, merci Florence pour votre inspiration. Je vous invite à découvrir le livre. À tous ceux qui Je vous invite à découvrir le livre de Florence Sandys, Briser le plafond de verre, 12 clés pour réussir. Je pense que vous pouvez trouver beaucoup de choses qui vont vous inspirer et également vous pouvez suivre le coaching de Florence dans votre agence Briser le plafond de verre. Et merci. Oui. Et puis j'ai une page Facebook professionnelle qui s'appelle Briser le plafond de verre où je mets tout le temps des suggestions, où je partage des choses, où j'écris des articles. Donc, pour celles qui aiment le sujet, n'hésitez pas à y aller. Avec plaisir. Merci beaucoup, Florence, de votre inspiration ce matin, de partager votre énergie positive. Moi, personnellement, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités pour que vous puissiez inspirer encore plus de femmes et les encourager. Merci, vous de même, Olga. Et Bonjour Chérie aussi sera de vos côtés pour vous inspirer et pour que vous puissiez mener la vie encore plus heureuse en couple et au travail. C'était Olga avec vous, avec Tekos, et on vous souhaite très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.